Bonjour, toujours dans le cadre du contrôle de qualité des produits cosmétiques. Aujourd'hui, avec moi et à travers cette présentation, nous allons parler de la validation des méthodes analytiques. Alors, pour ce faire, nous allons plutôt d'abord aborder qu'est-ce que c'est la validation, les différents types de validation d'une manière générale, le but principal de cette validation, pour parler ensuite des principaux quelques référentiels avec une liste non exhaustive de ces derniers, avant de procéder à la validation proprement dite. Donc là, on va détailler quels sont les prérequis de la validation, quelles sont les conditions à réunir afin de pouvoir valider votre méthode d'analyse, pour qu'enfin, nous allons parler des différents critères de validation, comment les mettre en œuvre et quels sont les critères de validation. Alors, avant de commencer, il est judicieux de faire la différence entre la validation et la vérification. En effet, alors que la validation, c'est confirmer la fiabilité des résultats à l'issue de la confirmation par un examen et l'apport de preuves objectives de votre méthode d'analyse. La vérification, elle est là pour déterminer si les caractéristiques de votre méthode, qui est censée être normalisée, elles vont donc satisfaire vos conditions de laboratoire afin justement d'obtenir votre résultat attendu et d'une qualité donc attendue. Voilà. Alors, en pratique, il faut savoir que la validation a un double objectif. En effet, d'une part, à travers ce protocole de validation, nous allons estimer l'erreur totale de mesure. Comme vous le savez, il y a plusieurs facteurs influençant la qualité du résultat. En deuxième lieu, donc garantir l'application de la méthode en routine. Dans quel cas doit-on valider? Doit-on valider toutes les méthodes dont nous disposons? Alors, il faut savoir qu'il existe trois types de méthodes qui doivent être validées avant d'analyser votre échantillon. Tout d'abord, il s'agit de méthodes normalisées, donc ce sont des normes qui sont utilisées en dehors de leur domaine d'application ou champ d'application. Je cite un exemple. Vous avez une norme qui détaille donc le protocole opératoire et la méthode et toute la technique concernant le dosage de l'acide benzoïque, par exemple par HPLC, donc votre produit cosmétique. Et là, vous voulez l'utiliser pour doser l'acide ascorbique parce que vous vous êtes rendu compte que avec la même méthode, les mêmes conditions opératoires et analytiques, vous pouvez identifier votre acide ascorbique. Voilà, donc vous pouvez l'utiliser, mais avec la condition de la valider avant. Un deuxième type de méthode, il s'agit de méthodes qui ne sont pas normalisées. Donc, généralement, ce sont des méthodes, on va dire, publiées, par exemple. Là, vous devez la valider afin justement de vérifier la fiabilité de cette méthode dans vos conditions et donc garantir la qualité de vos résultats. En dernier lieu, nous avons les méthodes, alors toutes les méthodes qui sont développées, optimisées par vos soins, donc au sein du laboratoire. Là, toute méthode développée doit être validée avant son utilisation. Et là, je profite pour vous rappeler un point très important, que chaque méthode généralement connaît trois phases de son cycle de vie. Au départ, c'est la phase du développement et de l'optimisation, suivie par la phase de qualification de cette méthode. Et là, nous parlons de la validation de cette dernière. Et en dernier lieu, il s'agit de la phase du monitoring, c'est-à-dire l'application de votre méthode sur des échantillons réels.
Quels sont les différents types de validation? Alors, il faut savoir que la validation peut prendre trois formes. Elle peut être complète, partielle ou croisée, et ceci dépend de ce qu'on veut analyser et par quelle méthode et comment nous allons le faire. En effet, lorsqu'il s'agit de doser un analyte pour la première fois par cette méthode qui est validée, mais cette analyte n'était pas la première portée, c'était pas la portée de la validation. Là, il faut valider la méthode de façon complète. Je cite un exemple, je m'intéresse à la validation des parabènes d'une manière générale et la méthode que j'ai, donc, elle est validée, mais elle va doser, par exemple, le méthylparabène. Si moi, je dois doser par exemple, l'éthyle ou le propylparabène, là, il faudra procéder à une validation complète. Un deuxième type de validation, c'est ce qu'on appelle la validation partielle, qui se présente dans deux cas de figure. Soit carrément, il s'agit d'une méthode validée, mais dans un autre laboratoire, et donc dès le changement de laboratoire, là, il faut valider de façon partielle. Il y a un certain nombre de critères de validation à vérifier. Dans un deuxième cas de figure, il s'agit du même laboratoire, c'est une méthode validée, sauf que l'équipement, donc, il a changé ou la matrice a changé. Là, il faut procéder à une validation partielle. Et là, je donne l'exemple. Vous avez l'habitude d'utiliser une méthode validée qui va doser le méthylparabène dans les shampoings. Et là, vous voulez l'utiliser dans par exemple, les produits démaquillants. Là, vous devez procéder à une validation partielle. En troisième catégorie, nous pouvons parler de validation croisée. Alors, la validation croisée, comme son nom l'indique, elle va s'intéresser aux mêmes analytes. Je reprends l'exemple par exemple, du méthylparabène, sauf que là, j'ai la possibilité de le faire par deux méthodes analytiques différentes. Là, je peux parler d'une validation croisée, puisqu'il s'agit du même analyte qui va être justement dosé par deux méthodes différentes. Donc là, on parle de validation croisée. Il faut savoir que toutes ces informations, toutes ces données, tous ces principes-là sont justement tirés à partir de référentiels. Alors ces référentiels, généralement, ce sont des référentiels, on va dire, universels ou internationaux qui ont été mis à la disposition justement du scientifique, de l'analyste, du contrôleur pour justement guider comment faire cette validation, comment interpréter les résultats de cette validation et comment juger la qualité ou les performances analytiques d'une méthode. Alors, à titre d'exemple, il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de référentiels, mais plutôt de certains référentiels, comme les documents de la Société française des sciences techniques et pharmaceutiques, qu'on appelle communément la SFSTP, pardon. Et là, donc, qui a justement édité plusieurs travaux, notamment qui datent de 1992. Le dernier, donc, on a celui de 2006. Justement, les deux derniers, ceux de 2003 et 2006, ont prévu justement ce qu'on appelle le profil d'exactitude. C'est une manière justement de valider une méthode qui permet justement de cerner les performances de la méthode analytique. J'attire votre attention que ces travaux-là remontent vraiment à plusieurs années, puisqu'on voit là la conférence de Washington aussi, qui a édité ou publié plusieurs travaux sous forme d'articles dès l'année 1990. D'autres référentiels existent, comme le document de la norme européenne ISO 17025, dont la dernière version date de 2017. Nous avons aussi tout ce qui est ligne directrice ICH Guidelines pour les méthodes ou les protocoles
de validation. Par exemple, pour les textes et méthodologies, nous avons le Q2. Il faut savoir qu'on est arrivé jusqu'au Q10, qui est spécifique au domaine pharmaceutique. La FDA aussi, elle a édité un guide dans ce sens-là. N'oublions pas aussi l'EMEA, donc aussi c'est un organisme donc européen justement parle et traite la validation des méthodes bioanalytiques sans perdre de vue toutes les pharmacopées, notamment la pharmacopée européenne et américaine. Alors, il faut savoir que tous ces référentiels constituent une base de travail à partir desquels nous pouvons établir un protocole de validation interne que le laboratoire peut adopter. Comme le laboratoire est libre de suivre un des référentiels et appliquer, par exemple, le profil d'exactitude tel qu'il a été donc précisé et détaillé dans les documents de la Société française des sciences techniques et pharmaceutiques. Alors, à présent, nous allons passer aux prérequis de la validation. En effet, nous pouvons procéder à la validation si les conditions ne sont pas un certain nombre de conditions n'est pas réuni. En effet, vous allez entendre parler du principe de la règle des 5 M. Alors 5 M qui font référence à la main-d'œuvre, aux moyens, au milieu, à la méthode et à la matière. Il faut savoir que c'est la base on va dire, de la validation. À titre d'exemple, si on parle de la main-d'œuvre, c'est évidemment, on parle de la ressource humaine et donc le personnel, un personnel qualifié. Si on veut bien réussir notre validation, la méthode, qu'il faut qu'elle soit bien documentée, bien maîtrisée par l'opérateur. La matière, donc tout ce qui est échantillon, réactif et étalon certifié. Les conditions ambiantes, particulièrement en termes de température et d'humidité. Donc tout ça doit être réuni afin de pouvoir valider ou étudier les performances analytiques de votre méthode. Il faut savoir que en plus de cette règle de 5M, vous pouvez entendre parler de la règle, par exemple, de 7M, qui, en plus de ces 5M, elle va ajouter d'autres critères comme le management. Mais sachez que, analytiquement parlant et techniquement parlant, et en termes de contrôle de qualité, c'est la règle de 5M qui s'applique. Aussi, j'ajoute à cela que certains auteurs préconisent la prévalidation ou l'optimisation avant de commencer la validation. Tout ça pour cerner la méthode, pour connaître que peut-on avoir ou obtenir comme résultat lorsqu'on fait passer notre échantillon dans l'équipement et donc lorsqu'on analyse notre échantillon. Voilà. Passons maintenant aux critères de validation. Alors, il faut savoir que ici, là aussi, je ne propose pas une liste exhaustive des critères de validation. J'ai repris les plus importants. Principalement en s'appuyant sur les documents de la société française, donc SFSTP. Et là, donc, je peux énumérer la spécificité, linéarité, l'exactitude, fidélité, l'intervalle de dosage, les limites de détection et de quantification qui constituent les critères de validation. Alors, il faut savoir que le terme exactitude, dont sa signification, on va dire, selon la langue française. Donc, ça va plutôt signifier la justesse. Donc, la justesse à la place de l'exactitude et que l'exactitude, ce terme-là, est plutôt utilisé par les anglophones. Aussi, j'ajoute que généralement, donc l'exactitude, à la différence de la justesse, justement, elle va concerner la justesse et la fidélité. D'ailleurs, nous allons détailler ça plus tard. Alors, avant de commencer à s'intéresser à chacun de ces critères-là, donc je vous invite à découvrir avec moi donc la définition de chaque critère.
Alors, commençons par la spécificité. Alors, comment elle est définie? Elle est définie comme étant la capacité à établir de manière univoque l'existence de la substance à analyser en présence d'autres composants potentiellement présents. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si je fais passer un échantillon, donc ce qu'on appelle un blanc matrice, par une méthode et que je fasse passer un deuxième échantillon qui contient l'analyte d'intérêt, par exemple le méthylparabène, il faudrait qu'au bout de la chaîne, au niveau du blanc matrice, je ne retrouve pas le méthylparabène. Pourquoi? Parce qu'il est censé être vierge ou exempt de cette analyte. Contrairement au deuxième échantillon qui contenait notre analyte, là, je dois retrouver le méthylparabène. Si je devais vous illustrer ça analytiquement parlant, je prends cet exemple par rapport à la méthode chromatographique. Alors, si je fais passer le blanc matrice, là, j'ai autant de rétention de la molécule qui est le méthylparabène, je ne vais pas avoir un pic chromatographique avec un spectre, ça dépend du détecteur, par exemple UV ou un spectre de masse, je ne vais pas avoir de pic correspondant à la molécule qui est le méthylparabène. Et par contre, lorsque je fais passer mon échantillon positif qui contient cette molécule-là, là, autant de rétention de cette molécule, supposons qu'il est de 7 minutes. Donc, à 7 minutes, je vais justement pouvoir retrouver ce pic chromatographique avec une surface assez considérable pour identifier et pouvoir quantifier ce méthylparabène. Passons maintenant à la linéarité. Alors, la linéarité, il faut savoir qu'elle est évoquée lorsqu'il s'agit de méthodes quantitatives, c'est-à-dire nous allons avoir un chiffre. Alors, justement, j'attire votre attention que, à la différence de la méthode qualitative qui va nous justement donner un résultat qualitatif avec présence ou absence de ce qu'on recherche, comme le méthylparabène, la méthode quantitative, elle va nous donner un résultat chiffré. Donc, elle va nous donner une quantité, elle va nous donner une concentration, par exemple en nanogrammes par millilitre ou bien en milligrammes par litre. Voilà. Donc, comment la linéarité peut être définie? Elle est définie comme étant la capacité à l'intérieur d'un intervalle de dosage d'obtenir des résultats proportionnels à la quantité, exemple une concentration en analyte dans l'échantillon. Cela veut dire quoi? Cela sous-entend que la concentration va être, plutôt la réponse va être proportionnelle à la concentration. Alors plus j'augmente la concentration, plus la surface, elle va être plus importante et de façon proportionnelle. C'est-à-dire que si j'augmenterai de moitié ma concentration, approximativement et dans le même sens, ma réponse analytique va aussi être donc de moitié. Le troisième critère, rappelez-vous, je vous ai dit que le terme juste et qu'il faut utiliser dans ce sens-là, c'est la justesse. Pourquoi? Parce que l'exactitude, on va dire, c'est plus grand, c'est un terme plus générique par rapport à la justesse, puisque l'exactitude, elle représente la justesse et la fidélité. Alors, qu'est-ce que c'est la justesse? La justesse exprime l'étroitesse de l'accord entre le résultat d'essai et la valeur de référence acceptée, qu'on appelle communément la valeur conventionnellement vraie. Par exemple, le méthylparabène, moi je sais que selon la norme, ce produit cosmétique renferme le méthylparabène à par exemple 20 nanogrammes par millilitre. Alors, qu'est-ce que je vais faire lorsque je vais vouloir doser ce conservateur? Je vais cibler comme valeur théorique le 20 nanogrammes par millilitre et après donc dosage, après utilisation de ma méthode, je vais sortir avec une concentration. Donc, cette concentration devrait être le plus proche possible de la valeur théorique qui est de 20 nanogrammes par ml. Et bien sûr, cette étroitesse n'est pas jugée
comme ça de vue à vue d'œil ou c'est-à-dire de façon subjective, il y a des calculs derrière qui se font. Généralement, la justesse, elle est exprimée en biais ou en biais relatif. La fidélité, quant à elle, elle est définie comme étant l'étroitesse de l'accord, généralement soit en termes de degré de dispersion, généralement on utilise l'écart type ou de coefficient de variation, entre quoi et quoi? Entre une série de mesures provenant de multiples prises d'un même échantillon homogène qui vont donc donner des résultats d'essais indépendants dans des conditions prescrites. Donc la fidélité, et là aussi on a deux variantes de fidélité. On a ce qu'on appelle la répétabilité. Généralement la répétabilité, donc l'analyse elle se produit dans les mêmes conditions, donc avec le même équipement, dans le même laboratoire, le même manipulateur, à la différence de la fidélité intermédiaire qui va justement être étudiée dans des conditions différentes. On va changer une ou plusieurs conditions. Par exemple, on peut changer le moment. Donc, chaque jour, nous allons doser cette analyse-là avec la même méthode et nous allons étudier les variations que peut donc manifester cette méthode-là. Après la fidélité, nous parlons de l'intervalle de dosage qui est la région entre les niveaux supérieurs et inférieurs. Ces valeurs sont incluses pour laquelle il a été démontré que la procédure est appropriée quant à son exactitude. Je vous ai dit qui est représentée par la somme de la justesse et de la fidélité et sa linéarité. Donc généralement, l'intervalle de dosage, il est, si vous voulez, adopté une fois que la méthode a prouvé une bonne exactitude et une bonne linéarité dans cet intervalle. Alors, en dernier lieu, nous allons parler de la limite de détection et de quantification. Il faut savoir que la limite de détection est la plus petite quantité de l'analyte dans un échantillon qui, justement, va être détectée mais non quantifiée. C'est une valeur donc exacte dans les conditions expérimentales décrites de la procédure. Alors, je donne un exemple, le méthylparabène. Moi, je sais que ma méthode, elle peut le détecter jusqu'à 3 nanogrammes par ml. À partir ou là, en deçà de 3 nanogrammes par ml, je ne peux pas obtenir un signal analytique, une réponse analytique qui va me confirmer la présence de cette analyte dans l'échantillon. Et là aussi, il y a des calculs derrière qu'on fait pour estimer cette limite de détection. La limite de quantification est la plus petite quantité de l'analyte dans un échantillon pouvant être détectée et quantifiée dans ce cas, donc je m'excuse. Et là, donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir donc un seuil de quantification à partir donc duquel on peut dire que ma méthode elle peut quantifier cette valeur-là. Je donne l'exemple, je reviens à l'exemple du méthylparabène. On a pris comme concentration théorique le 20 nanogrammes par ml. Alors, je vais étudier les performances de ma méthode et là, je vais me rendre compte que j'ai dit jusqu'à 3 nanogrammes par ml, je peux descendre jusqu'à 3 nanogrammes par ml, donc je peux avoir un signal. Par contre, pour que je puisse quantifier, ce n'est qu'à partir de 10 nanogrammes par ml que je peux quantifier avec cette méthode-là. Donc, ce n'est qu'à partir de cette valeur-là que je peux commencer à avoir des réponses analytiques proportionnelles à la concentration de mon analyte dans le produit cosmétique. Donc, nous avons fini avec les critères de validation et leur définition. Passons maintenant à leur application ou leur mise en œuvre sur le terrain. Alors, je commence et je reprends donc avec la spécificité. Alors, la spécificité, il faut savoir qu'on distingue deux types de spécificité. Alors, on a la spécificité c'est-à-dire proprement dite. Il s'agit de la spécificité par rapport aux composés endogènes. Je donne un exemple. Si je suis, pardon,
dans le cas du produit cosmétique et que moi je sais le produit cosmétique il renferme des produits des substances actives des agents par exemple de texture des opacifiants des conservateurs il faut que ma méthode si moi mon objectif est de m'intéresser aux conservateurs je reviens au méthylparabène il faudrait que ma méthode elle va justement identifier et donc elle va nous permettre de quantifier de façon univoque cette analyte dans l'échantillon. C'est-à-dire que je ne peux pas confondre, analytiquement parlant, mon analyse qui est le méthylparabène avec un autre produit, par exemple comme un agent de texture ou un tonsio actif. Ça, donc, c'est, si vous voulez, la séparation entre les substances endogènes et ceci trouve particulièrement dans son intérêt lorsqu'on utilise des méthodes séparatives, notamment les méthodes chromatographiques liquides et les méthodes chromatographiques en phase gazeuse. Donc, j'ai parlé de la spécificité. Maintenant, traitons la sélectivité. La sélectivité, alors, elle s'intéresse aux substances exogènes, c'est-à-dire les substances qui vont être ramenées par d'autres produits. Cela veut dire quoi? Si demain, je m'intéresse aux produits cosmétiques et ma cible, c'est toujours le conservateur, et que je sais, par exemple, que au niveau de l'usine, c'est-à-dire le lieu de fabrication, il y a non seulement le produit, donc les shampoings, mais aussi d'autres types de produits cosmétiques. Donc, il faudrait que ma méthode ne va pas détecter, identifier une molécule provenant d'une autre source. Il faudrait plutôt qu'elle puisse identifier mon analyte qui est le méthylparabène de façon claire et nette par rapport à tout produit provenant d'une autre source. Par exemple, si j'ai par exemple une contamination provenant du produit démaquillant alors que moi je travaille sur le shampoing. En pratique, comment cela peut être matérialisé, on va dire, on va analyser une solution étalon qui va renfermer notre molécule qu'on appelle analyte à mesurer et on va justement la comparer avec 6 blancs qu'on appelle blancs matrices de sources différentes afin de vérifier que le signal ne provient pas de l'analyte. Je vous explique. Alors, je prends 6 blancs matrices, c'est-à-dire moi, par exemple, je m'intéresse à un produit démaquillant. Alors, je dois avoir un blanc matrice qui va renfermer tous les constituants de ce produit-là, mis à part l'analyte que je veux doser. Et ensuite, je vais avoir 6 sources différentes, donc 6 blancs matrices de sources différentes, donc qui ne proviennent pas de la même source, que je vais analyser contre donc mon échantillon, de ma solution. Là, ma solution qui est le témoin positif, elle renferme le méthylparabène dans notre cas. Et on va comparer. Comme je vous ai dit, on va comparer le signal. Il faudrait, si j'utilise une méthode chromatographique, il ne faudrait pas retrouver au temps de rétention de ma molécule au niveau des blancs un signal leur correspondant. La fonction des réponses, alors souvent aussi on utilise à la place de ce terme la linéarité, mais sachez que la fonction de réponse, donc justement, elle traduit à l'intérieur d'un intervalle de dosage la relation qui existe entre une réponse, un signal et la concentration qui est la quantité en substance à examiner dans l'échantillon. Alors souvent vous allez trouver le terme plutôt linéarité que fonction de réponse, alors que le but est justement d'établir le lien entre la réponse analytique et la concentration. Ça, donc, c'est facile. Je vous ai dit, ça s'applique lorsqu'on utilise une méthode quantitative. Ça ne s'applique pas sur les méthodes qualitatives. Et en pratique, c'est donc, bien sûr, avec une équation Y qui représente la réponse en fonction de la concentration. Nous avons parlé d'un caractère ou d'une tendance proportionnelle. Alors, il faut savoir que, idéalement, si cela est possible, nous analysons cette solution
cette solution dans un blanc, dans la matrice, avec 6 niveaux de concentration dans un autre croissant. Après, nous allons établir la relation réponse-concentration qui va constituer notre courbe d'étalonnage et à l'issue de ce travail-là, nous allons calculer des paramètres que nous allons détailler. Il s'agit notamment de la pente, de l'ordonnée à l'origine, pardon, et du coefficient de corrélation. Il faut savoir qu'on utilise plutôt le coefficient de détermination. Pourquoi? Parce que c'est lui qui reflète le mieux si vous voulez, la relation ou la fonction de réponse entre la réponse analytique et la concentration. Alors, pourquoi analyser cette solution? Ça, donc, d'habitude, vous allez aussi observer ou constater que certains et beaucoup vont analyser et doser 5 niveaux de concentration. Donc, il est préférable de procéder de la sorte. Comme ça, si vous avez une concentration un niveau de concentration plutôt qui va poser problème parce que votre méthode, vous la connaissez pas, vous connaissez pas ses performances, vous n'avez pas fait de prévalidation. Là, vous allez réajuster pour soit augmenter et ajouter un autre niveau de concentration, soit carrément supprimer un niveau de concentration. Pourquoi? Parce que comme vous le savez, avec déjà 3 points, on peut établir une courbe d'étalonnage, mais idéalement pour une meilleure représentativité on va dire, de la variation par rapport moi, je vais pas rentrer dans le détail, pourquoi, mais il faut savoir que jusqu'à 5 niveaux de concentration, on est à l'aise pour justement établir cette courbe d'étalonnage. Alors, voici des exemples de fonctions de réponse. Je vous ai dit, on a Y en fonction de X, avec Y qui représente la réponse et X qui représente la concentration. Alors, d'une manière générale, cette relation peut être linéaire comme elle peut ne pas l'être. Et nous allons, quels sont les cas de figure possibles. Nous avons donc deux types de linéarité. Une linéarité qui va passer par l'origine, dont l'équation est y égale bêta x. Donc, ça ne passe pas plutôt ça passe par le zéro, ou bien une linéarité qui ne passe pas par l'origine. Donc, on a donc l'ordonnée à l'origine qui est alpha, et donc l'équation va être y égale alpha plus bêta fois x. Alors, il faut savoir, lorsqu'on va forcer la droite d'étalonnage et là, on va la faire passer par le zéro, là, on va carrément perdre de vue ou ignorer ce qu'on appelle le bruit de fond. Ce que je veux dire par là, lorsque vous faites une analyse, sachez que il y a plusieurs substances qui vont être analysées en même temps et que ces substances peuvent être à l'origine de la production d'un signal analytique. Ce signal analytique va constituer avec les substances endogènes de ce qu'on analyse, va constituer le bruit de fond. Alors lorsqu'on utilise une équation y égale alpha plus bêta x, on a un bruit de fond qui est on va dire palpable, contrairement à une équation qui va passer par le zéro. Alors ces méthodes-là ou ces méthodes où la courbe d'étalonnage est linéaire, elles sont surtout utilisées dans le cas de méthodes ou techniques physico-chimiques comme je vous ai dit, la méthode, par exemple, un chromatographe liquide en phase, plutôt liquide couplé à un détecteur UV ou un spectromètre de masse, ou bien un chromatographe en phase gazeuse couplé à un détecteur d'ionisation de flamme, le FID, ou bien un spectro de masse MS. Alors, les autres types de fonctions de réponse peuvent aussi être linéaires ou pas. Alors, le linéaire, vous avez le quadratique. Alors, comme son nom l'indique, il est quadratique par rapport à son équation. Donc, on a y égale alpha plus bx plus gamma x au carré, donc avec une équation de second degré, avec trois, on va dire, constantes alpha, bêta et gamma. Ce type de méthode est plutôt utilisé
surtout pour les techniques bioanalytiques, comme les automates qui sont utilisés surtout pour les dosages de certains produits, pas plutôt pour certaines molécules, dont les modèles non linéaires, elles peuvent être, et il n'y a pas que ça, donc à 4 paramètres ou à 5 paramètres, comme vous le voyez, donc avec plusieurs constantes. Et ce sont des méthodes qui sont plutôt utilisées en immunodosage, où nous allons justement travailler avec des fonctions plutôt logistiques. Nous avons fini donc avec la fonction de réponse. Maintenant, nous allons parler de l'ajustement de cette fonction de réponse. Il faut savoir que lorsqu'on parle d'ajustement de fonction de réponse, c'est le cas, est-ce que ma fonction de réponse va être linéaire ou pas, et si elle ne l'est pas, est-ce que je peux faire quelque chose. Alors là, il faut savoir, pour le modèle linéaire, on fait d'habitude ce qu'on appelle le test de Cochrane. Le test de Cochrane qui est un test statistique qui va étudier l'homogénéité des variances. Comme je vous ai dit, lorsqu'on a une droite d'étalonnage, on a autour un nuage de points qui correspond justement à ces réponses analytiques, justement en relation à en relation avec les concentrations. Et sachez que ce nuage, justement, il va noter pour un même niveau de concentration, on va noter des variations. Donc, ces variations vont généralement être objectivées par la variance. Alors, justement, on va étudier cette variance, donc ce qu'on appelle homogénéité de variance, c'est-à-dire quel que soit le niveau de concentration, on a à peu près la même variation, et c'est pour cela on utilise le mot homogène, donc homogénéité de variance. Alors là, on n'a pas besoin de faire ce qu'on appelle la pondération, donc on va pas forcément faire une transformation mathématique, c'est une linéarité, on va dire, spontanée. Il y aura donc régression il y aura donc une régression non pondérée, et on aura donc des erreurs en Y qui vont être identiques pour toutes les valeurs de X. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer jusque-là, et qui ne pourra être valide que si les variances sont homogènes. Si les variances, il s'avère que suite au test de Cochrane, les variances ne sont pas homogènes, là, il faudra procéder justement à ce qu'on appelle la pondération. Voilà. Alors, c'est quoi la pondération? Alors, la pondération, ce qu'on dit. C'est quoi? C'est carrément, c'est comme un changement de variable. Alors, je vais lire ça, après je vais vous expliquer. Alors, il faut savoir que la régression doit être pondérée par l'affectation d'un poids statistique inversement proportionnel à la variance du point, pardon. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que je vais utiliser un intermédiaire, si vous voulez, donc qu'on appelle W ici. Alors, ce W, il va justement faire remplacer chaque variable X par son inverse, donc soit 1 sur X ou bien par 1 sur X au carré. Alors, notons que si W égale à 1, cela est équivalent au cas sans pondération. Bien sûr, si ici on a 1, donc X, il va rester le même, et là on va revenir au modèle linéaire avec une régression sans pondération. Alors, on fait cette pondération justement pour essayer de gagner donc en linéarité donc notre courbe. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous avons des logiciels qui sont intégrés aux équipements, aux logiciels de pilotage des équipements, et qui nous permettent cette possibilité. Il suffit seulement de changer votre critère de choix, c'est-à-dire est-ce que je fais sans pondération ou avec pondération. Ici, je fais avec pondération laquelle des deux, 1 sur x ou 1 sur x
x au carré. Et là, vous pouvez voir la différence euh, par rapport à certaines méthodes où vous allez avoir plutôt un modèle quadratique, comme ça hyperbolique, mais il suffit juste d'utiliser cette pondération pour que la courbe ou la droite devienne linéaire. Donc, elle n'était pas linéaire, elle était donc hyperbolique par exemple. Pardon. Et là, en faisant cette pondération, elle va devenir linéaire. Alors, il faut savoir que établir des courbes d'étalonnage avec et sans pondération pour comparer les différents taux de recouvrement obtenus pour chaque modèle avec une limite d'acceptation de 15%. Ça, surtout lorsqu'on appelle de recouvrement, c'est aussi étroitement lié avec la justesse et avec une acceptation de 20% lorsqu'il s'agit de la limite de quantification. Donc là, peut-être je suis rentrée trop dans le détail et que probablement ça mériterait une autre vidéo. Donc si c'est le cas, donc s'il vous plaît, faites-le savoir dans les commentaires. Alors, il faut estimer les paramètres de la fonction de réponse du modèle retenu, quel qu'il soit linéaire ou non linéaire, plutôt linéaire sans pondération ou linéaire après pondération. Il faudra estimer la pente, l'ordonnée à l'origine et je vous ai dit le coefficient de détermination en plus de recouvrement qui va justement nous trancher quel est le choix à faire. Alors justement, j'arrive au coefficient de détermination. Il faut savoir que c'est quoi le coefficient de détermination? C'est le R au carré. C'est lui qui va représenter, va refléter cette proportionnalité qui peut exister entre la réponse et la concentration. Il exprime la partie de la variance totale des réponses expliquées par le modèle. Souvent abusivement interprété comme une évaluation de la qualité d'ajustement d'un modèle. En effet, vous allez trouver beaucoup de travaux où ils qualifient leur méthode de linéaire et parfaitement linéaire par rapport à ce R au carré, donc le coefficient de détermination, et ils jugent plus cette valeur, elle est supérieure ou elle augmente par rapport au 0,99, plus la méthode est parfaitement linéaire. Seulement, il faut savoir que cette valeur n'est pas un gage de qualité des résultats. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne se contente pas de la linéarité ou de vérifier ou d'assurer la linéarité de mon modèle, mais il y a d'autres critères qui s'ajoutent qu'on a déjà évoqués, comme la justesse et la fidélité. Alors, maintenant, on arrive au seuil de quantification. Il faut savoir que le seuil de quantification, appelé aussi limite de quantification, peut avoir plusieurs façons, c'est-à-dire de faire pour l'établir ou pour la déterminer. Alors, selon l'EMEA, son guideline que je vous ai dit par rapport aux méthodes bioanalytiques, qu'on peut aussi utiliser dans le contrôle qualité et dans la validation des méthodes de contrôle de qualité des produits cosmétiques, c'est la plus basse concentration de la courbe d'étalonnage qui peut être acceptée comme limite de quantification à condition que le signal de l'analyse, donc de la molécule que je vais quantifier à la limite de quantification est plutôt inférieur, doit être au minimum 5 fois le signal du blanc sur le bruit de fond. Alors c'est très rébarbatif. Là, je vais simplifier. Il faut vérifier. D'abord, il faut savoir que par rapport à ce guideline, on a deux types de limites de quantification. On a la limite de quantification inférieure et la limite de quantification donc supérieure. Et que la limite de quantification inférieure doit être au moins 5 fois le rapport signal to noise, signal par rapport au bruit de fond. Ça s'applique surtout pour les méthodes chromatographiques où le bruit de fond est facilement, on va dire, déterminé. Et ensuite, on va faire un rapport. D'ailleurs, aujourd'hui, ce sont les logiciels qui nous déterminent ce signal to noise. Et on va justement vérifier est-ce que cette limite de quantification qui va être jugée comme limite de quantification inférieure représente 5 fois au minimum ce rapport-là.
Et une deuxième condition à vérifier par rapport à cette limite, c'est la justesse. Donc, la justesse en termes de biais relatifs et la fidélité qui devrait être plus ou moins 20%. Donc, finalement, par rapport à cette limite de quantification, une fois on a une idée par rapport à cette valeur, nous allons vérifier tout d'abord qu'elle représente au moins 5 fois le rapport signal-Toulouse. Nous allons étudier sa justesse en termes de biais relatif, c'est-à-dire en termes de pourcentage. Je vous ai dit que les valeurs, les concentrations vont être rapportées par rapport à une valeur vraie et ça va être sous forme de pourcentage. Et en termes de fidélité, qui va être justement plus ou moins 20% généralement lorsqu'on vous voyez un pourcentage, c'est-à-dire c'est exprimé en coefficient de variation. Là aussi, je suis pas rentrée dans le détail. Si vous jugez qu'il y a un intérêt à faire donc une autre présentation qui va détailler comment faire le calcul de ces paramètres-là, donc s'il vous plaît, faites-le mentionner dans les commentaires pour que je puisse le savoir et vous le préparer. Alors, selon les annales de toxicologie analytique qui datent quand même de 2004, le premier point de la gamme d'étalonnage correspond le plus souvent au seuil de quantification. Donc, c'est comme si on va adopter un seuil de quantification. À cette concentration, la fidélité, par contre, doit être de 20% et l'exactitude doit être comprise entre 80 et 120%. Quelque part, ça va dans le même sens que le MEA. La différence, c'est que là, on va rechercher cette valeur de quantification inférieure et là, elle fera partie de la droite d'étalonnage et c'est le premier point de cette droite. Le dosage d'échantillons contrôle de qualité, on va donc le faire c'est-à-dire à 6 reprises à la concentration du seuil de quantification. C'est cette répétabilité ou cette multiplication d'essais ou d'analyse de cet échantillon qui va nous permettre de calculer les deux paramètres de précision, à savoir la fidélité et l'exactitude. Alors, d'autres référentiels proposent d'autres façons de faire pour justement déterminer ces seuils cette limite de quantification, notamment le recueil des méthodes internationales d'analyse qui va proposer quant à lui trois approches, l'approche par rapport au blanc, l'approche par rapport à l'étude de linéarité et l'approche graphique que nous allons détailler. Vous avez tout d'abord l'approche par rapport au blanc. Nous allons utiliser une matrice, donc un blanc matrice, où nous allons calculer bien sûr analyser à plusieurs reprises, au minimum 6 fois, idéalement jusqu'à 10 fois. Nous allons calculer la moyenne de ces blancs par rapport au taux de rétention de la molécule. Donc nous allons intégrer la surface sous la courbe et nous allons avoir 10 valeurs ou 6 valeurs au minimum qu'on va justement évaluer par rapport à la moyenne et par rapport à l'écart type. Une fois calculé, donc nous allons pouvoir déterminer la limite de détection et la limite de quantification. Comment? Donc, comment nous allons justement faire un rapport de la moyenne par rapport au blanc, par rapport à l'écart type. Ce rapport, donc, il va être utilisé 3 fois. Ce rapport va représenter la limite de détection. 10 fois, ce rapport va représenter la limite de quantification. Alors, l'approche par l'étude de linéarité, là, on va utiliser la droite d'étalonnage sous sa forme de Y égale alpha plus bêta fois X. Et là, nous allons tout d'abord calculer l'écart type de l'ordonnée à l'origine. Ensuite, à partir duquel nous allons calculer l'écart type résiduel. Et justement, l'écart type résiduel divisé par la pente va constituer un rapport. Toujours le même principe. 3 fois ce rapport, c'est la limite de détection. 10 fois ce rapport, c'est la limite de quantification, sachant que toujours la limite de quantification représente 3,3 exactement la limite de quantification. C'est-à-dire si j'ai une limite de détection à 3 nanogrammes par ml, je vais approximativement avoir une limite de quantification aux alentours de 10 nanogrammes par ml. Une troisième approche de détermination
de la limite de quantification et de la limite de détection. Alors généralement, ce sont les logiciels de pilotage de ces équipements qui vont nous permettre justement d'estimer cette limite de détection et limite de quantification. Comment? Le logiciel, comme je vous ai dit, va nous permettre de calculer le signal to noise. Alors 3 fois le signal to noise va constituer la limite de détection et 10 fois le signal sur le bruit de fond, qui est le signal to noise, va constituer ou refléter la limite de quantification. Sachez que cette approche graphique, elle est archaïque, elle peut être subjective. Pourquoi? Parce que ce signal sur le bruit de fond, donc on peut juste changer, le modifier par le logiciel et donc elle peut ne pas refléter précisément la limite de détection et la limite de quantification. Nous arrivons à l'intervalle de dosage. Il faut savoir que l'intervalle de dosage, c'est surtout l'application des documents, du document, comme je vous ai dit, 2003 et 2006, qui utilise le profil d'exactitude donc par la Société française des sciences technologiques, techniques plutôt et pharmaceutiques. Alors, une fois tous ces paramètres, tous ces critères de validation étudiés, donc nous avons, si vous voulez, des chiffres que nous allons utiliser justement pour tracer un graphique pour ce qu'on appelle le profil d'exactitude. Alors, à cette étape, l'intervalle de dosage correspond aux concentrations choisies par l'analyste. C'est ce qu'on appelle le domaine de travail. Par exemple, moi, je m'intéresse au méthylparabène. Je vous ai dit, j'ai une limite de quantification à peu près aux alentours de 10 nanogrammes par ml. Alors, je sais que la norme dit que ce méthylparabène ne doit pas dépasser 150 nanogrammes par ml dans ce produit cosmétique. Là, donc, je vais tracer ou fixer un domaine de travail qui va de 10 nanogrammes par ml jusqu'à, on va dire, 200 nanogrammes par ml, quoique il est préférable de ne pas choisir des domaines de travail très élargis parce qu'on va perdre en précision. Mais bon, c'est juste à titre d'exemple, qui doit être donc ce domaine vérifié par calcul de certains paramètres lors de l'étape de validation. C'est ce qu'on appelle le profil d'exactitude. Alors, sachez que à travers cette présentation, je ne vais pas donner trop de détails par rapport à ça. C'est juste pour vous dire qu'il existe cette méthode de faire et où nous allons nous fixer 2 limites d'acceptation avec par exemple 5% d'erreur inférieure, une limite d'acceptation inférieure, une limite d'acceptation supérieure. Ensuite, nous allons tracer notre profil par rapport à l'exactitude qui est la somme de la justesse plus la fidélité. Et justement, ça va tracer des courbes inférieures et supérieures qui vont justement être croisée où on aura donc elle va intercepter ces limites d'acceptation et à partir de là donc nous pouvons avoir comme limite de quantification inférieure et supérieure. Alors nous avons besoin de niveaux de concentration des échantillons prévisibles pour adapter l'intervalle de dosage aux échantillons plus les contrôles de qualité. Et nous avons aussi des niveaux de concentration des échantillons inconnus et c'est là qui va aussi nous permettre d'adapter l'intervalle de dosage aux échantillons en présence aussi du contrôle de qualité. En faisant passer ces concentrations, ces solutions à des niveaux de concentration prévisibles et inconnus, donc nous allons pouvoir justement tester notre méthode et là, ça va nous donner une idée. Est-ce qu'il y a lieu ou l'obligation de restreindre ce domaine de travail? Par exemple, moi, j'ai dit de 10 nanogrammes par ml jusqu'à 200 nanogrammes par ml et finalement, je m'aperçois que on peut pas réunir les trois, on va dire, marqueurs de qualité ou de fiabilité de cette méthode qui sont la fonction de réponse, la justesse et la fidélité. Et donc là, je vais plutôt restreindre mon domaine de travail jusqu'à, on va dire, 80 nanogrammes par ml, ou bien carrément l'élargir. J'ai travaillé de 10 nanogrammes par ml jusqu'à 50 nanogrammes par ml. Et finalement, je vois que je peux modifier mon intervalle puisque ça me permet de le faire. Par contre, là, il y a l'exigence et l'obligation de faire et de réaliser une validation partielle tout en étudiant et en vérifiant la fonction de réponse, la justesse et la fidélité.
Alors, dans certains cas, nous allons parler du rendement d'extraction. Il faut savoir que le rendement d'extraction, il trouve beaucoup plus son intérêt et son applicabilité, on va dire, dans le milieu biologique. Pourquoi? Parce que on va extraire nos analytes à partir de la matrice biologique. Mais sachez, si on est devant un cas de produit cosmétique, justement, nous n'allons pas doser ou analyser ces produits directement en le faisant passer dans l'équipement. Il doit subir ce qu'on appelle le pré-traitement pour enlever toutes les matières ou tous les constituants, les composants de ce produit cosmétique qui vont soit on va dire nous déranger, ils vont interférer avec mon analyse, ou bien carrément parce qu'ils vont carrément endommager l'équipement d'analyse. Donc dans ce cas, on doit procéder à l'extraction. Généralement, lorsqu'il s'agit généralement c'est le cas lorsqu'il s'agit de molécules de nature organique, comme c'est le cas des agents de texture, les opacifiants, les pigments et les conservateurs. Là, on doit faire une extraction liquide-liquide ou bien en phase solide, mais dans les deux cas, nous allons utiliser des solvants d'extraction. Alors, il est généralement étudié à trois niveaux de concentration, niveau bas, moyen et haut. C'est-à-dire au minimum, avec donc chaque concentration est analysée au moins 3 fois. Et là, nous allons justement comparer, mesurer les échantillons chargés avec une quantité connue en analyte, puis extrait, puis mesurer des échantillons avec la matrice extrait puis chargée, et on va calculer des rapports de signaux, c'est-à-dire on va comparer le signal ou la réponse analytique qui est ramenée à partir d'un échantillon qui ne renfermait pas, qui renfermait la molécule, puis extraite, par rapport à un échantillon qui ne renfermait pas, mais qui a été extrait, puis il a été chargé. C'est-à-dire il est considéré comme 100% puisqu'on va retrouver nos analytes, puisque ça ne passe pas par une étape d'extraction. Le rendement, il doit être plus ou moins égal à 15% par rapport à l'analyse. C'est-à-dire que si j'arrive à récupérer à partir de ma matrice 85% de la concentration, donc ma méthode elle est bonne, ma méthode d'extraction elle est bonne. Quoique aujourd'hui, ce n'est plus une condition du moment où nous allons quantifier nos analytes sur une droite d'étalonnage matrice. Voilà. Alors, dans la validation, selon la FSFDP de 2003, mais c'est appliqué à peu près partout, on a deux types d'échantillons. On a ce qu'on appelle les standards d'étalonnage. Ce sont des échantillons de concentration connus qui permettent d'établir des points de la courbe d'étalonnage ou points de gamme. Je reviens à notre modèle exemple, qui est le méthylparabène, avec, donc, nous avons dit une limite de quantification à 10 nanogrammes par ml. Là, donc, je vais prévoir une concentration qui correspond à la limite de quantification, par exemple 10 nanogrammes par ml. Ensuite, un deuxième niveau de concentration à 25 nanogrammes par ml. Ensuite, à 50, 100, 150 et 200. Et je constitue ma courbe d'étalonnage. Ça provient à partir d'une solution de matrice qui est préparée, qui renferme donc notre méthylparabène, à partir de laquelle nous préparons ces niveaux de concentration. À côté, en parallèle de cela, nous allons préparer une autre solution mère matrice aussi, qui renferme aussi le méthylparabène, mais cette solution mère, elle va justement servir à la préparation de solutions de standards de validation. Généralement, on utilise 3 niveaux de standards de validation. Ce sont des échantillons à des concentrations connues, reconstituées dans la matrice et utilisées pour la validation, mais qui vont être analysés comme étant des échantillons. Donc finalement, nous allons établir une droite d'étalonnage en utilisant les standards d'étalonnage et nous allons analyser des standards de validation comme au même titre que les échantillons pour justement tester cette méthode et cette droite d'étalonnage.
Voici en quoi ça peut être résumé. Donc, les standards de validation avec 3 fois, par exemple, la limite de quantification. Dans notre cas, si on est à 10 nanogrammes par ml comme LQ, donc nous allons avoir 30 nanogrammes par 1 millilitre, le premier niveau de standard de validation qui va être aussi utilisé comme échantillon, analysé comme échantillon. La médiane donc de l'intervalle de dosage, par exemple, si on va jusqu'à 200, donc aux alentours de 100 nanogrammes par ml, à condition que les concentrations de ces standards de validation soient différentes de celles des standards d'étalonnage dans la mesure du possible. Parce que lorsqu'on travaille dans un domaine de travail étroit, ce n'est pas souvent évident. Et un troisième niveau de standard de validation qui représente les 3 quarts de la concentration maximale. Alors, selon le MEA, donc en 2011, les standards de validation et les standards d'étalonnage doivent être préparés séparément et avoir des concentrations différentes. C'est ce que je viens d'expliquer. La courbe d'étalonnage. Alors, la courbe d'étalonnage, on a un certain nombre, on va dire, aussi de critères et d'exigences. Il faut savoir que le biais relatif des concentrations calculées des points de la gamme doit être plus ou moins 15% pour la limite de quantification plus ou moins 20%. Je vous rappelle que le biais relatif reflète la justesse de la méthode, que au moins 75% des points de la gamme avec un minimum de 6 niveaux de concentration devront remplir ces critères, que si le dosage est répété, ce qu'on appelle le réplica, au moins 50% des standards d'étalonnage testés doivent remplir des critères d'acceptation et que si les réplicas de limite de quantification inférieure et supérieure sont rejetés, il faut refaire la validation et réviser la méthode si nécessaire. Si c'est toujours non conforme, là, il faut réviser la méthode utilisée avant de commencer la validation, d'où l'intérêt de réaliser une pré-validation avant toute validation. Il faut rappeler que tout cela, selon le MEA 2011, mais ce sont des orientations. On est libre, je vous ai dit, d'établir un protocole de validation interne. Il est préférable de travailler avec des solutions de standard fraîchement préparées. Ça aussi, c'est une recommandation. Alors, généralement, pour la limite ou plutôt pour la courbe d'étalonnage, la droite d'étalonnage, nous avons 3 séries de mesures. C'est-à-dire, nous avons par exemple à J1, je vais préparer 6 niveaux de concentration plus le blanc pour établir cette droite d'étalonnage. Après, pas forcément le lendemain, quelques jours peut-être après, 2 jours après, nous allons préparer une deuxième série de courbes d'étalonnage que nous allons analyser et de la même chose pour le troisième jour avec 4 niveaux de concentration pour les standards de validation. Donc, en plus des 3 niveaux de concentration de standards de validation, nous pouvons ajouter la limite de quantification inférieure et 5 répétitions par niveau de concentration. Alors, vous voyez que là, par exemple, 5 répétitions par niveau de concentration, ça demande beaucoup d'investissement. C'est financièrement parlant, ça a un coût. Et donc, au laboratoire, il est libre de fixer son protocole, je répète encore une fois, de validation interne. Et je vous remercie.